Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast aussi qui sera en podcast disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Je vous mettrai un lien en description pour les retrouver sur les différentes plateformes si vous voulez. Bon, aujourd'hui ça va pas être une vidéo très profonde, très réflexion et tout. Je voulais faire une vidéo sur mon exposition médiatique, comment j'en suis arrivée jusqu'à être créatrice de contenu, comment je gère l'exposition, pourquoi j'en montre autant, pourquoi je dévoile autant de choses sur ma vie privée, etc. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je trouvais ça intéressant. En fait, je reçois beaucoup de questions sur le fait que j'expose autant ma vie privée, ma vie sexuelle, ma vie amoureuse, comment je fais pour vivre le fait qu'il y ait beaucoup d'inconnus qui en savent énormément sur moi. Alors moi, mon exposition, elle a commencé assez tôt. Parce que ma mère, elle a toujours été très réseau depuis que Facebook a existé. Donc elle postait régulièrement sur son Facebook, elle avait plein d'amis. Il y avait un peu ce truc, les photos que je prends, je vais les mettre sur Facebook et tout. Alors un truc qui est important à savoir, c'est que j'ai des parents qui prenaient énormément de photos et de vidéos. On avait un appareil familial, un Canon 450D, et mes parents faisaient beaucoup de photos avec. Photos de famille qu'on mettait dans les albums photos ensuite, etc. Et mon père prenait énormément de vidéos. Alors ma mère prenait beaucoup de photos et mon père prenait beaucoup de vidéos. Et du coup, on a un mélange des deux, on a énormément de souvenirs de nous petites, donc c'est trop bien. Après on a eu notre premier iPad familial, bon c'était l'iPad de mon père. Je faisais des petites vidéos dessus, des petites vidéos présentations, c'était un peu des vlogs, genre je filmais ma chambre. Ensuite en primaire avec mon trio de meilleurs amis là dont j'avais parlé déjà sur ma vidéo sur les amitiés, on était très axés YouTube, réseaux sociaux et tout, on aimait trop les vidéos YouTube, enfin c'était le début de la plateforme quoi, nous on était encore très jeunes mais voilà. Du coup on s'amusait un peu à se filmer, à s'envoyer les trucs, se les montrer mais on postait jamais, enfin moi j'ai jamais posté sur YouTube. Ensuite je crois que c'est en CM2, je me souviens j'avais supplié mes parents pour avoir Skype, Snap, Insta pour mon anniversaire, donc en octobre 2015 je crois, et j'avais eu autorisation. Du coup bon j'ai un petit compte public à l'heure actuelle que je ne peux pas enlever, enfin si j'ai retrouvé les mots de passe d'ailleurs, pendant quelques années j'avais plus les mots de passe mais là je les ai et je le laisse volontairement mon petit compte. Et alors moi j'ai toujours été sur les réseaux hein. À partir de ce compte là donc fin CM2 6ème, j'ai toujours été des filles en public, j'ai toujours été à beaucoup poster sur mes réseaux, à mettre des stories, des trucs, des machins, j'étais active sur Snap, enfin voilà, j'ai toujours été une personne active sur mes réseaux. À ce moment-là je suis directement passée en fait dans le mode créateur. J'ai pas été énorme consommatrice des réseaux avant de me mettre à poster, c'est-à-dire que 2016, 2017, 2018 je me suis mise sur les Instapets. Alors je sais pas s'il y a des gens qui vont connaître ça. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, avec qui j'ai eu ce monde-là, qui me suivent encore, avec qui on est toujours en contact. Bon, on se parle pas, mais bref, voilà, je sais que vous êtes là. Le monde des Instapets, pour ceux qui connaissent pas, c'était hyper à la mode à cette époque-là. Et en fait, c'était le fait de faire des comptes pour nos animaux. Mais c'était tout un truc, genre il y avait toute une sphère sur les réseaux des Instapets. Et moi, à ce moment-là, je faisais un peu de la photo. Et du coup, on postait le suivi en fait de notre animal et on se suivait entre comptes animaux, on avait des partenaires, c'est-à-dire c'est des gens qu'on identifiait sur nos posts pour gagner des abonnés, des trucs comme ça, pour avoir un petit peu la même communauté. C'était le début un peu de ma création de contenu. Donc mon compte c'était pour ma chienne Yuka, mon compte il s'appelait Yuka Adorable, et voilà j'étais hyper active, mais je crois, enfin j'avais 400 abonnés, un truc comme ça, mais pour le moment et pour l'investissement que j'y mettais, c'était cool, genre j'étais trop contente d'avoir 400 abonnés. J'ai fait des rencontres avec ces Instapets, c'est là où j'ai fait mes premières copines virtuelles entre guillemets, et puis voilà c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être créatrice entre guillemets, pas que consommatrice d'Instagram. Ensuite j'ai créé un vrai compte dédié à la photo, donc c'était vraiment, il s'appelait Clara Picture. Maintenant il n'existe plus parce qu'on l'avait transformé en faux compte avec mon ancienne meilleure amie. On a arrêté d'être potes, elle a changé les mots de passe, donc je n'ai plus accès à aucune archive et tout. Bon après elle m'a dit qu'elle avait plus non plus les mots de passe, donc au moins plus personne ne l'a. Du coup je suis un peu triste parce que j'ai plus aucune archive, j'ai plus aucun souvenir de ce compte. Il a un peu été réduit en poussière, je suis un peu triste. J'avais pris des cours de photo à l'époque, enfin voilà, j'étais aussi dans la création de contenu à ce moment-là. Et ensuite donc j'ai eu une grande passion pour l'astrologie et j'avais créé un compte Astrofilters qui est toujours disponible, dont je suis assez fière. Franchement j'ai mis beaucoup d'investissement, beaucoup de travail dans ce compte-là. À l'époque j'avais atteint les 12 000 abonnés je crois en 2021. Puis après j'ai arrêté de poster parce que j'avais fait le tour en fait de l'astrologie là-dedans, je me voyais pas continuer, enfin j'avais plus, enfin bref ça m'est passé quoi. Mais c'est toujours disponible et le but c'était un peu de faire découvrir l'astrologie d'un autre œil que les taureaux ils se lèvent à telle heure et machin et machin. Bref, quand on rentre un peu dans la vraie astrologie, on voit très bien que c'est un petit peu plus que ça quoi. Donc j'ai eu cette création de contenu là où c'était vraiment, je le voyais vraiment comme un taf à côté du lycée quoi. Ouais, j'étais en seconde première.
troisième, seconde, première, je crois. Non, quatrième, troisième, seconde, comme ça. Enfin bref, j'en sais rien. Je sais plus quelles sont les dates de ce compte-là. Mais en tout cas, je sais que je révisais, puis après, il fallait que je fasse mes posts et que je poste et que machin, je réponds aux commentaires. Je faisais des analyses de thèmes, des analyses de rêves, je tirais les cartes et tout là-dessus. C'était un truc que j'alimentais de ouf. Et ça, pareil, il y avait toute une sphère de comptes astro à l'époque et tout. Et donc, sur mon usage perso, sur Insta, donc mon compte Clara LLE, ça a toujours été ce compte-là après le premier compte que j'ai eu. J'ai toujours, voilà, beaucoup posté, j'ai toujours été en public. Et après, au collège, alors moi, j'étais pas des plus connue au collège. Enfin, en fait, je sais pas comment les gens me percevaient. Je pense que... Enfin, en fait, je sais pas, j'aime pas trop cette hiérarchie, mais il y en avait une. Enfin, vous savez, les popus, les pas popus, les trucs, les machins. J'étais trop envieuse des filles qui avaient en mode 1000 abonnés, 1200 abonnés, qui faisaient 500 likes sur leurs photos et tout. Enfin, quand j'étais en 5e, 4e, je voyais les 3e secondes, première avec leur gros compte Insta et tout. Et moi, j'étais trop là en mode, moi aussi, je veux ça en fait. Moi aussi. Et quand je suis arrivée en 3e, seconde, première, j'ai commencé à faire mes premiers genre 500 likes, 600 likes sur mes photos, alors que j'étais pas du tout influenceuse et tout à l'époque, hein. Donc c'était gros pour moi et genre j'étais trop contente, enfin j'étais trop dans ce truc hyper superficiel, hein, ça on est d'accord, mais j'aimais trop prendre soin de mon Insta. J'ai commencé à faire mon feed, vous savez, genre un ciel, une photo dorée hyper tôt, avant l'influence et tout. Et ensuite en 2020, j'ai commencé à faire des petites trends TikTok et tout. C'était pendant le confinement avec mes copines, puis j'avais pas trop d'attentes, mais j'avais vu que c'était facile en fait à l'époque de percer entre guillemets sur certaines vidéos. Du coup je suis arrivée à 20 000 abonnés. J'avais 20 000 abonnés avant de rencontrer Arthur. J'ai rencontré Arthur, qu'on s'est mis ensemble et tout. On a commencé à faire des trends de couple, nanana. Du coup c'est à ce moment-là qu'on a commencé à percer entre guillemets. Je crois qu'on était arrivé à 80 000... Non. On était arrivé à 40 000, un truc comme ça ensemble. Puis après on a annoncé la grossesse. Et quand on a annoncé la grossesse, bon là c'est parti en flèche. On a atteint les 100 000 abonnés sur mon compte TikTok. En mars 2023 pour la naissance de Lise. Donc c'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment mises en route, même si j'ai commencé à avoir des premiers giftings, les premières collabs un peu en fin 2022. Et voilà, donc on a continué à poster, profiter un petit peu de ma grossesse, de l'arrivée de Lise, etc. pour prendre un abonné, etc. Ça a amené beaucoup de monde, beaucoup de critiques, donc beaucoup de visibilité, beaucoup d'intrigues aussi de la part des gens. C'est qu'à partir de janvier 2024, donc janvier de cette année, que j'ai commencé à vraiment voir ça comme une profession, parce que je gagnais un peu de sous avant avec le TikTok, la TikTok Money, c'était pas énorme quoi. Là, et c'est que en janvier 2024 que je suis rentrée en agence et que j'ai commencé à faire mes premiers partenariats vraiment rémunérés et tout. Voilà, on avait commencé à exposer pas mal de choses sur notre couple, sur notre vie en général, etc. Mais pas de manière aussi profonde. En gros, c'est vraiment quand je me suis mise sur YouTube, genre vers mai 2023, un truc comme ça. Je crois que c'est mai ou février, mars, avril, mai. Ouais, c'est en mai que je crois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment à partir de YouTube que j'ai commencé à vraiment dévoiler, entre guillemets, ma vie privée, on va dire ma vie émotionnelle, ma vie relationnelle, amoureuse, etc. On a commencé à partager beaucoup plus de choses dans les vlogs, etc. avec Arthur à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire des vidéos, du coup, sur vraiment ma vie privée, sur la mort de mon père, sur mon avortement, sur des sujets, la rupture avec Arthur, etc. Des vidéos de 40-50 minutes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment en dévoiler beaucoup plus sur moi, que les gens ont commencé à vraiment me connaître, entre guillemets, quoi. C'est pour ça que en ce moment je délaisse un peu TikTok, parce que pour ceux qui me connaissent que de YouTube à la base, c'est l'application où j'ai été connue, c'est TikTok, c'est pas YouTube. Et sur TikTok, pour ceux qui me suivent pas à la base, j'ai 350 000 sur mon compte un peu maman et tout, c'est Clara LLE. Et après j'ai un compte spam, c'est Karma le chat de Clara, où j'ai 150 000. C'est vraiment un compte qui est plus dédié à moi en tant que personne et pas ma vie de maman, ma vie de couple. Et j'ai délaissé un peu TikTok parce que du coup je trouve ça manque de ouf de profondeur. J'ai pas le temps de développer comme je peux le faire sur YouTube, etc. Du coup ça m'a saoulée et j'ai du mal à rester un petit peu sur TikTok, même si j'essaye de faire des efforts et tout. Enfin des fois ça me prend, j'ai envie de faire des TikTok, mais bon c'est un peu compliqué parce que les gens sont pas non plus aussi accueillants que sur YouTube. Les gens ils choisissent pas en fait de tomber sur tes vidéos, du coup t'as beaucoup plus de haine, t'as beaucoup plus de critiques, t'as beaucoup plus de gens cons aussi, on va se le dire, hein, sur TikTok. Donc aujourd'hui j'en suis là sur une petite vidéo YouTube et tout. Et du coup je voulais répondre à la question de pourquoi en dire autant sur ma vie privée, sexuelle, amoureuse et tout. Parce qu'en soi il y a plein de créateurs de contenu qui postent leur vie, qui postent beaucoup de leur vie, mais on connaît pas leurs problématiques, on connaît pas leur traumatisme, on connaît pas le contexte de leur vie, comment ils ont grandi, etc. Donc j'aurais pu être une influenceuse qui en dit mais pas autant quoi. Donc le truc c'est vraiment pourquoi j'ai choisi d'en dire autant, d'être aussi authentique, aussi proche de ma vérité. Mais moi mon exposition elle est hyper authentique
authentique, 100% réel entre guillemets, enfin je mens sur rien. Je dis tout de moi, de ce que je ressens, de mes états d'âme. Peut-être pas tout sur le moment même, mais j'en dis quand même énormément. Les seules choses que je ne dis pas, dont je parle pas, les situations dont je parle pas, c'est quand ça peut mettre en péril d'autres personnes entre guillemets, même si bon des fois il y a des situations qui me pèsent beaucoup dont je préférerais parler et je peux tout simplement pas. Il y a des détails par exemple, enfin même sur ma rupture etc, il y a des détails que j'ai omis volontairement parce que ça mettait en péril d'autres personnes que moi en fait, c'était la vie privée, même si j'en ai dit déjà beaucoup sur la vie privée de pas mal de monde dans mon entourage, les choses qui peuvent vraiment mettre en péril et qui sont de l'ordre du privé, voilà je les dis pas, enfin c'est totalement logique quoi. Même alors ce que j'aime bien sur TikTok par contre c'est les lives, et ça en live pareil, genre je suis 100% moi, je suis 100% comme si je parlais à des potes quoi, et des fois je me dis mais est-ce que j'en dis pas trop, enfin je me suis déjà posé la question, vous voyez, jamais, enfin je pense qu'en fait sur YouTube par exemple j'en dis autant parce que je vois vraiment ma chaîne YouTube comme une documentation de ma propre vie, de ma propre évolution etc, donc en fait je trouve ça hyper intéressant d'être authentique, même pour moi-même quand je vais revoir les vidéos. Certains peuvent me dire oui mais tu peux très bien faire des vidéos sur ton évolution et les garder en privé, genre pourquoi les mettre en public. En fait le truc c'est que déjà moi ça m'aide énormément moi, mais ça aide aussi les autres quand ils se reconnaissent dans mes vidéos etc. Et pour moi plus tard ce sera hyper intéressant de regarder mes vidéos, même pour Lise, de voir qui était sa mère à cet âge là etc. Donc voilà, genre je préfère être authentique à 100% rien que pour moi-même, vous voyez. Mais du coup pourquoi, vraiment le pourquoi du comment on y vient, je pense qu'il y a toute une philosophie en fait derrière cette exposition. Moi je dirais pas surexposition parce que pour moi je me surexpose pas. Alors après chacun jauge à son échelle, mais pour moi c'est pas de la surexposition parce que je reste dans le contrôle de ce que j'expose, je choisis ce que j'expose ou non. Je suis pas en fait à tous les jours me filmer, à me forcer à le faire et tout. Pour moi c'est ça la surexposition en fait. Moi je m'expose, je trouve pas personnellement que je me surexpose. Pareil je trouve pas que je surexpose Lise. Alors après tout dépend encore une fois où est-ce que je mets le curseur. Il y a plein de parents qui cachent la tête de leur enfant sur les réseaux sociaux etc, qui diront que évidemment ma fille est surexposée, on la voit sur mes réseaux et tout. Moi je trouve pas, voilà point. Mais du coup ma philosophie c'est le pourquoi je devrais être pudique en fait. Même dans la vie de tous les jours, alors pas au niveau corporel mais au niveau émotionnel, j'ai vraiment ce truc de pourquoi je devrais être pudique sur mes réseaux sociaux etc. Même dans la vie de tous les jours, pourquoi je devrais cacher certaines choses de moi, que ce soit ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, ma vie... Enfin, pourquoi faire? Vous voyez, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens autour de moi sachent qui je suis, ce que je fais dans ma vie et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire concrètement? Alors, petite parenthèse, là on traite pas de la notoriété qui peut faire peur dans le sens où il y a des gens mal intentionnés qui peuvent venir chez toi, t'agresser, etc., etc. Là on parle vraiment de l'aspect émotionnel, d'en dire beaucoup sur vraiment l'aspect intérieur, l'aspect extérieur de dévoiler sa vie, où est-ce qu'on habite, les trucs par exemple quand je vois le documentaire de Squeezie où il peut pas marcher tranquille à la plage sans que y ait plein de gens qui viennent le voir etc, ça forcément c'est un truc dont je pense on a tous peur entre guillemets, les créateurs de contenu, enfin on n'a pas envie de vivre ça, mais ça c'est un autre sujet. Moi là je parle vraiment de le fait d'exposer la vie intérieur. Donc pourquoi je cacherais des choses, et puis si je parlais pas de moi profondément, de quoi je parlerais en fait tout simplement. Donc moi je le répète, je suis passionnée de l'homme, de son fonctionnement relationnel principalement, et en fait je suis mon propre terrain de jeu, mon propre terrain d'observation. Pour moi c'est un énorme travail d'acceptation que de me dévoiler autant sur internet ou dans la vie de tous les jours avec les gens de ma vie de tous les jours en fait, parce que j'ai ce truc de me dire mais en fait si je dévoile toutes mes faiblesses, tous mes points forts, tous mes points faibles, mes traumatismes, etc. sur internet, c'est d'abord tout un travail d'acceptation de moi en fait. Et qui va me dire quoi? Une fois que c'est sur internet, je les ai assumés en fait. J'ai assumé toutes mes parts d'ombre, toutes mes parts de pudeur, etc. Et du coup, j'ai plus qu'à m'accepter entièrement, parce que de toute façon c'est fait, je l'ai montré à tout le monde, et j'ai plus qu'à être sur le chemin de l'acceptation et de l'amour de soi, de ce que je vis, de ce que je ressens, etc. En plus de ça, du bien que moi ça me procure d'être dans cette exposition, je vois le bien que ça fait d'être aussi naturelle et ouverte sur plein de choses sur internet, parce que je reçois énormément de messages, même dans mes DM etc, de gens qui me remercient beaucoup de partager tout ça, tous ces états d'âme etc, tous les moments où ça va pas. Donc ça me conforte dans l'idée que je fais bien de le faire, même si ça peut paraître beaucoup trop pour certaines personnes. Moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'apporte de la validation, de la reconnaissance, et surtout de la reconnaissance de moi-même. Alors du coup je perds peut-être la validation de certains, vu
vu que j'en dis beaucoup, il y a pas mal de gens qui vont pas être en accord avec mes valeurs, mes principes, etc. Mais après, libre à eux, en fait, de me suivre ou pas, de cautionner ce dont je parle ou pas. Mais à côté, je gagne en crédibilité, je gagne en confiance, je gagne la confiance des gens, en fait, parce que vu que je montre tout, je montre aussi mes pardons, etc. Les gens se sentent en confiance. Ils se disent pas que bon, j'ai la vie de rêve, tout se passe bien dans ma vie, etc. Même si, bon, toujours les problèmes sont hyper relatifs. Vous voyez, je suis pas à la rue, je crève pas la dalle dans mes vidéos, vous voyez. Mais du coup, il y a une sorte de fidélité qui s'installe, et dans mon taf, c'est encore plus intéressant parce que pour les créateurs de contenu, c'est hyper intéressant de fidéliser les gens qui les regardent. Et quand je montre autant de choses, il y a un peu cette impression d'être intouchable. Parce que, j'ai montré en fait avant que les gens découvrent, qu'ils viennent chercher, donc plus personne en fait peut me tailler sur des choses que moi je montre de moi-même, de mon plein gré, vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment ça m'immunise pas contre les critiques, etc. S'il y a quelqu'un dans la rue qui va me dire ah mais tu t'es fait tromper 300 fois, blablabla, évidemment que je vais pas me dire mais je m'en fous, ça me touche pas parce que je l'ai affiché devant 500 000 personnes, c'est pas toi qui va venir me faire pleurer. Évidemment que ça va me mettre un coup de barre en fait, évidemment que je suis pas du tout intouchable, mais c'est un premier pas vers l'acceptation de ce que moi j'ai vécu. Mais en tout cas, si je subis des critiques, j'ai cette opportunité de me dire bon ok, moi ma vie elle est pas parfaite, moi je ne suis pas parfaite, j'ai des pardons aussi dans ma vie, j'ai des relations dysfonctionnelles, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu des comportements qui n'étaient pas spécialement adéquats, que je regrette, etc. Mais qu'est-ce que je peux dire en fait par rapport à ça, c'est que je fais de mon mieux, je fais tout pour évoluer, je suis en thérapie pour traiter tous ces troubles, etc. La plupart d'ailleurs ont été traités. Qu'est-ce que toi là qui viens me critiquer, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? À part critiquer du coup les gens sur internet, quelle valeur tu m'apportes en fait, tu vois? Et il y a toute cette satisfaction de reconnaissance, etc. quand je reçois des messages, des gens qui peuvent s'identifier à moi, à mes situations, même si c'est pas exactement la même situation, il y a des gens qui peuvent raccrocher certaines pensées, conscientiser certaines choses à travers mes mots, à travers mes pensées, mes évolutions, etc. Et ça, c'est incroyable en fait, parce que on est tous sur un chemin différent, puis on arrive tous à trouver des points communs avec d'autres personnes, etc. Et c'est ça qui est magique en fait, et si ça peut aider certaines personnes que moi je m'affiche, mais avec plaisir en fait, je le fais avec plaisir. Parce que moi depuis que je suis thérapeute, je savais déjà que c'était un petit peu semblable, mais je m'imaginais pas à ce point. C'est que les hommes, surtout les couples, se retrouvent avec pour la plupart les mêmes problématiques sous différentes formes, mais on se rend vite compte, même moi avec ma toute jeune expérience, que c'est très semblable en fait à chaque fois ce qu'on traite. Donc en fait c'est hyper intéressant de voir que l'être humain, bien qu'il soit hyper individualiste, etc., il vit en fait les choses de façon très semblable, et ça c'est hyper intéressant à observer, qu'on est tous un peu dans le même bateau quoi. Après bon, du coup il y a toute cette question du oui mais t'as pas peur du jugement, t'as pas peur si t'as un patron plus tard qui tombe sur tes trucs, nanana, et les personnes à qui tu parles, ça les dérange pas, blablabla. Alors pour la question du jugement, je m'en suis énormément détachée, parce que je sais que y a même pas 1% des gens qui critiquent qui seraient capables d'afficher autant leur propre pardon entre guillemets dans leur vie, qui n'ont même pas conscientisé, en fait on n'est pas du tout sur le même plan avec les personnes qui me critiquent gratuitement entre guillemets juste parce que ils sont pas d'accord ou quoi que ce soit, vous voyez les critiques vraiment infondées, ou c'est juste les gens qui veulent cracher leur haine entre guillemets. Parce que en soi moi j'ai pas spécialement peur du jugement, parce que le jugement pour moi c'est humain, c'est pas quelque chose de bien ou mal, c'est humain. Moi je suis la première à juger les choses. Après il y a la tolérance qui s'installe, etc. Mais en premier lieu on juge en fonction de notre vécu, notre enfance, etc. Ce que je veux dire, le jugement, on s'en fout en fait, tout le monde juge, tout le monde se juge, tout le monde juge les situations. Après, est-ce qu'on pose une critique ou pas sur la personne en face de nous? Est-ce qu'on va jusqu'à commenter une critique, etc. Ça appartient à la personne qui le fait. C'est en raccord avec son intelligence émotionnelle, moi ça me concerne pas en fait. Bon après, je suis pas non plus immunisée contre la critique comme je disais tout à l'heure. S'il y a des personnes que j'estime, s'il y a des créateurs de contenu que j'estime un peu, etc., qui se mettent à me critiquer gratuitement ou quoi que ce soit, ou même une critique quelconque, évidemment que ça va me faire un pincement au cœur, ça va me faire mal à l'ego et tout. Voilà, en soi non, je m'en fous un peu du regard des gens, du jugement des autres, etc. Parce que j'ai dépassé ce step entre guillemets. En fait moi je sais que je fais du bien, je sais que je fais de mon mieux, que ce soit pour moi, pour ma fille, pour mes proches et pour les gens aussi d'internet qui me regardent. Je vois tout le bien que je fais, même si les gens qui me regardent des fois ne le voient pas, parce que souvent c'est en DM, c'est dans mes commentaires, faut vraiment chercher l'information pour la voir. Mais du coup
coup non, parce qu'en fait je sais que on n'est pas sur les mêmes plans, et dans tous les cas les critiques des autres ça m'appartient pas en fait, tout dépend de ce que eux vivent aussi. Ce que je vais dire ça va peut-être venir toucher quelque chose qui n'est pas guéri chez eux, qui est contre leurs valeurs ou quoi que ce soit. Si je m'entends pas avec tous les gens d'internet, bon bah c'est pas grave. Si tous les gens d'internet ne valident pas les messages que je véhicule, bon bah c'est pas très grave non plus. Enfin je pense que je suis arrivée à un stade où en fait j'ai été tellement hype et j'ai tellement de gens qui me suivent, qui sont hyper bienveillants avec moi, que j'ai dépassé en fait ce truc de critique ou quoi que ce soit, mais même dans la vie de tous les jours, même avec les gens de ma ville, enfin bref. Que moi j'ai été une personne qui était très très sensible au regard des gens pendant très longtemps, hein, mais c'est les réseaux vraiment qui m'ont aidé à dépasser ce step là en fait. Ensuite pour la question du patron, alors déjà je pense pas, enfin j'espère pas en tout cas qu'un jour j'ai un patron. Pour l'instant on n'est pas parti dans cette voie là, même si j'en ai un jour. Bon bah en fait si je suis pas dans la recherche urgente d'un travail parce que je suis au bout du rouleau et j'ai plus un sou, j'ai plus une thune, bon bah là je ferai pas la difficile. Mais s'il faut que je cherche un taf etc, que j'ai le temps, que je suis pas pressée, bah en fait que mon patron il me dise ouais nan, t'as posté sur internet, ça va pas avec notre entreprise, blablabla, je m'en fous en fait, je vais postuler autre part. Moi je pars du principe que tout ce que je mets sur internet ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs, et que si jamais une entreprise ou un patron ne valide pas entre guillemets, enfin que ça le dérange au point de pas pouvoir m'embaucher, bah c'est que dans tous les cas à un moment donné ça n'aurait pas marché entre nous et que je serais pas restée dans cette entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que forcément mon moi serait ressorti à un moment, même si au travail bon on est surtout dans la compétence et pas dans l'être, même avec les collègues ou quoi que ce soit, ma personne serait forcément ressortie à un moment où ça aurait touché ma personne en fait indirectement, donc ça n'aurait pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait bah c'est pas mon problème en fait si un patron m'accepte ou pas en fonction de ce que je poste sur mes réseaux. Dans tous les cas si je suis compétente dans mon travail, mon patron il a pas à aller regarder mes réseaux sociaux, enfin c'est tant pis pour lui quoi. En fait moi je pars du principe que le contenu que je fais c'est vraiment moi, c'est vraiment ma qualité. Donc si mon entourage ne valide pas, ne cautionne pas mon contenu etc, bon bah c'est qu'il ne valide pas ma personne en tant que telle. Donc à partir de ce moment là je ne vais pas retenir les gens, et ça m'a valu déjà, ça c'est une question qu'on m'a posée, ça m'a valu que je perde contact avec des personnes hyper importantes dans ma vie à cause des réseaux sociaux, parce que ce que je véhiculais sur les réseaux ça ne leur convenait pas. Évidemment que ça m'est déjà arrivé, ça m'a fait du mal, mais à un moment je vais pas me changer entre guillemets pour les autres, je vais pas me restreindre de dire des choses sur internet pour que des gens restent amis avec moi ou restent en relation avec moi, vous voyez ce que je veux dire. Après aussi mon contenu il agit un peu comme une protection, comme un peu un répulsif. Il y a une période où quand je parlais à des gens, enfin à des hommes notamment, ça m'est déjà arrivé d'envoyer ma chaîne YouTube et de dire bon voilà tu regardes les titres des vidéos, tu regardes un peu les vidéos, s'il y a un truc qui te gêne, bon bah on arrête de se parler. Genre vraiment ça m'est déjà arrivé, j'étais là en mode bon en fait, il y en a marre que les gens ils découvrent des choses après, tant qu'ils voient tout ce que je dis sur internet, parce que sinon ça va les choquer, ils vont être en mode ah mais tu fais ci, tu fais ça, ouais bah regarde, et si tu valides tout, bon bah ok, si tu valides pas, bon bah ciao quoi. Alors ensuite, ça c'est une question qu'on m'a posée du coup dans ma story Insta, c'est par rapport à ma profession de thérapeute, est-ce que j'ai pas peur que les gens, mes clients ou quoi, voient autant sur ma vie privée, est-ce que ça me dérange pas, enfin est-ce que c'est correct en fait de faire ça dans la profession, etc. On m'a mentionné notamment Juliette Godin. Juliette Godin, c'est une fille que j'ai pas mal regardée en vrai quand j'étais en psycho, que je voulais faire psycho même au collège et tout. En gros, c'est une youtubeuse qui faisait beaucoup de vidéos sur sa licence de psycho, sa vie d'étudiante et tout. Et donc là, elle va passer en master et elle a fait une vidéo comme quoi elle allait sûrement arrêter sa chaîne, supprimer certaines vidéos, etc. Parce que pour elle, si elle devenait psychologue, c'était pas possible pour elle que ses patients en connaissent autant sur sa vie privée, sur elle. Elle pensait supprimer voilà les vidéos les plus intimes entre guillemets, parce que pour elle c'était pas possible, c'était pas du tout adapté aux liens thérapeutiques qui allaient se créer avec ses patients, etc. Du coup j'ai regardé sa vidéo parce que ça, je voulais voir en fait un petit peu la pensée, etc. Et en fait moi je suis vraiment à l'opposé, mais genre vraiment à l'opposé, même si je respecte totalement cette façon de penser, hein. Mais moi je suis à l'opposé, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus, dans le lien d'homme. Alors elle dit oui, on sait très bien que le psychologue, le thérapeute est d'abord un humain, etc., qu'il a des émotions, etc., mais de là à ce que le patient en connaisse autant sur son thérapeute, sur son psy, elle trouvait pas ça bien, quoi. Et pas adapté pour elle. Et moi c'est vraiment l'inverse, parce que je suis vraiment dans cette approche authentique au niveau de mon activité de thérapeute, etc. J'ai aucun souci avec le fait que
les personnes que j'accompagne en sachent sur moi et regarder toutes mes vidéos. D'ailleurs c'est de là souvent qu'elles me contactent en fait, c'est après avoir regardé mes facecam et tout. Et du coup, donc pour moi on est humain avant notre profession et c'est notre humanité qui fait qu'on sera bon dans notre profession, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et justement moi je trouve qu'en fait le fait d'être exposé ça renforce le lien thérapeutique parce que ça amène une énorme confiance, un confort, parce qu'en fait la personne qui me consulte sait ce que je vis aussi. Il y a un mur entre moi sur les réseaux et moi en consultation, enfin je suis pas forcément la même personne, vous voyez, mais j'ai aucun mal à parler de moi, à me prendre comme exemple quand je vais parler d'une situation pour un exemple, pour une analogie, etc. J'hésite pas du tout à me prendre comme exemple ou prendre ce que j'ai vécu par exemple, etc. Parce que je sais que moi mon thérapeute le fait et en fait ça ramène énormément de réalité, d'authenticité dans le lien thérapeutique avec notre thérapeute ou notre psy, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de ne jamais parler de soi, de vraiment cacher ses propres émotions, ses propres problématiques, etc. Parce que ça enlève un petit peu cette hiérarchie, ça enlève cette posture d'autorité en mode moi j'ai tout vécu, je sais faire, etc. Et toi t'es un peu mon élève, la personne que je vais accompagner parce que moi j'ai les connaissances, tu les as pas, vous voyez. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être dans une démarche moi aussi j'ai mes trucs, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi je galère dans la vie, etc. Mais j'ai certaines compétences que je peux mettre à profit pour les personnes que j'accompagne. Ça empêche pas que je ne sais pas tout, ça empêche pas que je n'ai pas tout vécu, que j'ai quand même des choses à apprendre des personnes qui vont me consulter. Et voilà, donc moi je suis beaucoup plus dans cette approche là de juste deux humains qui se rencontrent, une personne qui a des compétences dans un domaine, l'autre qui en a moins, donc qui vient me consulter, qui me rémunère pour ça, etc. Je vois vraiment ça comme moi j'irai consulter quelqu'un pour certaines problématiques. Moi quand je vais voir mon thérapeute, je suis hyper content qu'ils me disent ah oui mais moi aussi j'ai vécu ça avec ma femme à l'époque, etc. On a traversé comme ça, on a mis ci en place, etc. C'était dur pour moi, mais j'ai essayé de vivre comme ça, d'évoluer comme ça et tout. Et en fait ça rassure vraiment dans le lien thérapeutique, dans la confiance, parce que ça nous conforte dans le fait que on n'est pas les seuls à galérer et que la personne qu'on consulte n'est pas le tout puissant. Voilà, donc moi non, ça me dérange absolument pas, mais au contraire en fait. Au contraire, parce que ça permet aux personnes de se raccrocher aussi à l'évolution de quelqu'un d'autre, apprendre un petit peu ce qu'il a à apprendre sur chaque situation vécue par son entourage, par les personnes sur internet, etc. Et ça peut inspirer, ou au contraire on peut se dire moi je ferais surtout pas ça, je veux faire autrement, et c'est comme ça qu'on se construit en fait avec l'expérience de chacun quoi. Mais ce que je veux dire c'est très long, mais voilà, donc moi non, ça me dérange pas du tout pour conclure sur cette sur cette question. Voilà, donc après il y avait beaucoup de questions, mais je pense que j'ai répondu à la plupart des questions dans la vidéo en vrai. Enfin c'était beaucoup tourné sur les critiques, sur le fait d'exposer Lise, sur le fait est-ce que ça gêne les personnes autour de moi que je les expose, etc. Non, sinon je le ferais pas. Alors oui, il y a juste Arthur qui déteste l'exposition maintenant, qui a jamais aimé spécialement, mais encore moins maintenant. Mais là Arthur n'est plus explosé quoi. Arthur a supprimé toutes ses vidéos TikTok, il s'est mis en privé sur Insta, des fois il s'est mis en public, mais voilà. Du coup oui, là maintenant j'essaye de me restreindre un peu sur Arthur, de pas en dire trop sur sa vie, etc. Mais c'est dur. Pour moi, c'est dur parce que ça fait partie de ma vie, du coup. C'est pour ça que je dis, là, en fait, la barrière que je mets, elle est vraiment en fonction de ce qui va porter préjudice à la personne dont je parle ou pas. Après, on m'a posé les questions par rapport à ma vidéo sur le dating life, là, quand je parlais de mes aventures, entre guillemets, sur janvier, juillet. Et on me disait, oui, mais ça les dérange pas que tu parles d'eux, etc. Bon, déjà, je parle d'eux, mais on les connaît pas. Les gens ne savent pas de qui je parle. Et les seules personnes qui m'ont dit, oui, il y a des gens qui savaient qu'on parlait de moi, etc. Ils s'en foutaient littéralement quoi, donc à un moment non, j'ai pas eu de retour ou quoi que ce soit. Après même dans ma vidéo sur mes amis ou quoi que ce soit, j'ai que des bons retours, de toute façon j'ai fait que les saucer, donc il y a pas de raison qu'on le prenne mal. Et voilà, après j'ai demandé évidemment l'autorisation de mettre les photos, les vidéos, les trucs machin, et puis voilà quoi. Après la plupart des gens s'exposent eux-mêmes sur internet, les photos que j'ai mises, etc. elles étaient déjà dans mes stories ou quoi que ce soit, donc voilà, non, ça ne les dérange pas. Sinon si ça m'est déjà arrivé de mettre des gens dans mes vlogs ou quoi que ce soit, et puis au final ils me disent ah non mais j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être sous cet angle, etc. Du coup je supprime, je floute, je fais en sorte que la personne ne se sente pas mal quoi, genre c'est tout à fait logique. J'ai déjà pris la tête avec des gens pour ça, parce qu'ils me disent oui vas-y tu peux filmer, tu pourras mettre sur YouTube, puis au final quand je le mets, ils me disent ah non finalement là. Donc je suis en mode gros genre vas-y, mais je respecte le droit à l'image des gens quoi. Après c'est vrai que je parle beaucoup des gens que je fréquente, des gens de mon entourage, etc. Après tant que ça leur porte pas préjudice et qu'ils me font pas de
de réflexion, etc., bah y a pas de souci quoi. Voilà, bon j'espère que ça aura répondu à certaines questions. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu une vidéo, bon c'était pas une vidéo hyper profonde et tout, mais je trouvais ça cool d'en parler. De toute façon il me faut des idées de vidéos, donc voilà. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires j'y répondrai. Mais oui, en résumé, en gros, le gros de l'exposition, c'est vraiment la philosophie que bah, j'ai rien à cacher, parce que bah, j'estime que les personnes qui marchent avec moi sont des personnes qui m'aiment comme je suis, et il n'y a pas de vidéo ou quoi que ce soit qui ferait que les gens ne seraient plus dans ma vie si on est en accord avec nos valeurs, etc. quoi. Enfin, j'ai vraiment cette philosophie de bon bah de toute façon je m'expose, j'expose tout de moi, etc. Si ça dérange des personnes, bah c'est que on n'est pas en accord et que dans tous les cas ça aurait fini par ternir la relation à un moment ou un autre quoi. J'avais aussi la question est-ce que ta mère regarde toutes tes vidéos? Ma mère regarde toutes mes vidéos, oui. Et ça me fait plus ou moins rire. Alors des fois j'en rigole beaucoup, mais des fois ça me fait un peu moins rire, ça me saoule. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un petit vlog je pense. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.